infos Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à l'écoute des programmes de Waga FM. Vous êtes à la matinale info, les titres du journal de 7h de ce lundi 20 mars 2017. Les agents des impôts et du domaine observent à partir de ce lundi une grève de 120 heures pour la satisfaction de leurs revendications. Le mot d'ordre est lancé par le SNAED, le syndicat national des agents des impôts et des domaines. L'association Afrique contre le tabac ou ACONTA est une fois de plus montée au credo vendredi dernier avec le réseau des journalistes anti-tabac pour dénoncer les multiples reports dans le procès ministère de la Santé contre la Mabusiga Bobo Dioulasso. Explication dans ce journal. Également au menu de cette édition de la matinale info du sport avec notamment la confusion sur laquelle s'est terminée la rencontre entre le RCK et l'USM d'Alger samedi soir sur la pelouse du stade du 4 août ici à Ouagadougou. Nous aurons aussi en fin d'édition la chronique de la rédaction avec Serge Ekra de la Force puisque nous sommes lundi. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur la radio de toutes les générations. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. L'association Afrique contre le tabac, en abrégé ACONTA, et le réseau des journalistes anti-tabac du Burkina, Rijat BF, étaient face à la presse vendredi dernier, 17 mars 2017, ici à Ouagadougou. Objectif, s'interroger sur les différents reports du procès ministère de la Santé contre la manufacture burkinabé de cigarettes Mabusig et son souhait de voir le procès réglé à l'amiable. Une attitude que ne comprend guère ces organisations de la société civile qui luttent contre le tabac au Burkina Faso. Le compte rendu est de Franck Aristide Jefa. L'association de la société civile dit ne rien comprendre face aux différents reports du procès ministère de la Santé publique contre la manufacture burkinabé de cigarettes Mabusig qui souhaite que cette affaire soit réglée à l'amiable. Salif Nikema, le coordonnateur d'ACONTA, en appelle au jugement de cette affaire dans le droit. La Mabusig ne joue pas franc jeu quand elle s'obstine à évoquer un règlement à l'amiable. En principe, le 7 avril 2016, la Mabusig devrait mettre les images sur les paquets de cigarettes. Aujourd'hui, il est question d'un règlement à l'amiable pendant que l'affaire est pendante devant le juge. Nous souhaitons que le droit soit dit à défaut que l'industrie du tabac obtempère sans délai de mettre les avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes car l'arrêté obligeant l'industrie à mettre ces images sur les paquets de cigarettes répond à une procédure. Les responsables de l'association Afrique contre le tabac ACONTA ont au cours de cette rencontre avec les journalistes rappelé les tests qui incriminent la Mabusig. Salif Nikiema, coordonnateur d'ACONTA. Les représentants du peuple, à savoir les députés élus par le peuple, ont adopté une loi anti-tabac conforme à la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac le 25 novembre 2010. Ainsi, l'article 13 de cette loi dispose que chaque paquet, cartouche ou carton de produits de tabac et toute autre forme de conditionnement, d'étiquetage extérieur et intérieur de ces produits doivent comporter des mises en garde sanitaires sous forme de messages. Les modalités de conditionnement, d'étiquetage et d'impression sur les paquets, les cartouches et les cartons ou toute autre forme de conditionnement vendus au Burkina Faso ont été fixés par voie réglementaire par le décret numéro 2011-1051 du 30 décembre 2011 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso. Pour rappel, c'est le non-respect des tests en la matière par la Mabusig, notamment la loi anti-tabac qui a conduit le ministère de la Santé du Burkina Faso à l'assigner en justice. Un compte rendu signé Franck Aristide Jefa. Et puis la coordination nationale des jeunes sur l'environnement et le climat a organisé à l'endroit de la jeunesse burkinabé un atelier de restitution des acquis de la COP 22 Marrakech 2016. Cet atelier a eu lieu samedi dernier sous le parrainage du ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique qui s'est fait représenter, nous rapporte Gérard Sanou pour le compte rendu Waga FM.
Le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique absent s'est fait représenter par Mawa Christine Lioun. C'est donc à elle qu'est revenue la charge de rendre le discours du parrain à l'occasion de l'atelier de restitution de la COP22 à la jeunesse. Mawa Christine Lioun. La terre que nous avons empruntée à nos petits-enfants est en train de suffoquer. Et il y va de notre survie que nous agissions pour inverser cette tendance. C'est à cet effet que la communauté internationale a adopté en 1992 une convention sur les changements climatiques afin de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère dans le but d'empêcher des perturbations climatiques préjudiciables à la production alimentaire et au développement économique. La coordination nationale des jeunes sur l'environnement et le climat a participé à la conférence sur le climat COP22 Marrakech 2016 au Maroc. Le coordonnateur national Aboubakar Lougué revient ici sur quelques décisions sur les 35 arrêtés. Il y a des décisions liées à l'atténuation, des décisions liées à l'adaptation, des décisions sur l'implication du genre, des décisions sur l'accès au financement, par exemple à un certain nombre de fonds, au fonds vert climat, le devenir du fonds d'adaptation. Il faut dire qu'avant le fonds vert climat, il y avait le fonds d'adaptation. Maintenant, il y a le fonds vert climat qui prend en compte les volets adaptation et les volets atténuation. Après cette première restitution des résultats de la COP22 à Ouagadougou, d'autres seront organisés à l'intérieur du pays. Également vont suivre des actions de sauvegarde de l'environnement. Un compte rendu signé à Gérard Sano. Et puis la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso organise sa 26e Jalsa Salana qui se tiendra du 24 au 26 mars à Boustan Al-Madi à Kouba, dans le département de Koubri, tout près de Ouagadougou. Le comité d'organisation était face à la presse vendredi dernier pour annoncer l'événement. Le compte rendu est de Yolanda Zumbara. La 26e édition de la Jalsa Salana de la Jamaat islamique Ahmadiyya se tiendra cette année sous le thème pour une nécessaire solidarité entre les religions afin de contrer l'expansion du terrorisme. Un thème d'actualité vu les problèmes sécuritaires auxquels le Burkina est confronté avec des attaques djihadistes. Abdourahmane Diallo, président du comité d'organisation. L'activité dont il s'agit, c'est la 26e conférence annuelle de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Elle se tiendra du 24 au 26 mars 2017 dans le village de Kouba et à la sortie sur la route du péage route de Pau et dans le département de Koubri. Le thème, c'est pour une nécessaire solidarité entre les religions pour contrer l'expansion du terrorisme. Donc à travers ce thème, en fait, on voudrait justement que les participants viennent cette année pour discuter autour justement d'un problème actuel et d'une préoccupation qui semble être d'actualité et qui concerne tout le monde. Et donc nous allons discuter pour voir un peu en quoi justement le dialogue interreligieux peut-il contribuer à ramener la paix et surtout à faire en sorte que le terrorisme ne soit pas une question de religion. Les participants viendront de toutes les régions du pays ainsi que des pays voisins de la Belgique, du Royaume-Uni et du Pakistan. Pendant 3 jours, plusieurs thématiques seront abordées. Abdourahmane Diallo. Pendant ces 3 jours, il y a d'abord la séance d'ouverture qui va planter le décor pour expliciter le thème lui-même et en même temps dire ce qu'on attend justement de cette conférence-là. Ensuite, les 2 jours qui vont suivre, il y aura une série de conférences justement sur les médias, sur l'islam, sur le terrorisme et aussi sur la laïcité. Plus de 10 000 participants sont attendus à cette rencontre qui se tient à Kouba. Merci à vous, à Yolanda Zumbara. Et puis, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a remis un important lot de matériel médicaux techniques et d'ambulances au ministère de la Santé du Burkina Faso. La cérémonie officielle de remise de ce don est intervenue le samedi ici à Ouagadougou, nous dit Yolanda Zumbara. Posé des matériels médico-techniques, des sonorisations et d'animation, des 5 ambulances et d'un pick-up, ces matériels destinés aux formations sanitaires
permettra d'améliorer la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales. Professeur Nicolas Méda, ministre de la Santé. Globalement, les ambulances que vous voyez auront un impact déterminant dans la mesure où il y a une série de complications maternelles qui tuent. Et la réactivité pour redresser la femme vers là où les soins pourront sauver nécessite un tel genre d'équipement, les ambulances, pour déplacer dans les meilleures conditions les patients qui nécessitent des soins plus qualifiés. Et ces ambulances permettent donc une réactivité améliorée. Et une réactivité améliorée ont l'impact de sauver la vie des mères et des enfants dont la grossesse est compliquée et dont la survie à la naissance pose problème. Tantôt, on disait que ne serait-ce qu'utiliser l'équipement d'aide à la respiration de nouveau-nés pourrait permettre au Burkina de passer d'un taux de survie aujourd'hui des enfants qui ont une complication à la naissance de 3% à un taux de survie de plus de 38%, ce qui est un impact énorme. Ces équipements permettront de renforcer les capacités des centres de santé afin que ceux-ci puissent offrir des soins de qualité aux mères et aux nouveau-nés. Dr Akedambi Edwige, représentante de l'UNFPA au Burkina Faso. Nous apportons juste notre modeste contribution aux énormes efforts que le gouvernement consent depuis plusieurs années pour sauver la vie des femmes et des enfants. Comme vous le savez, depuis le 2 avril 2016, le gouvernement a pris une décision très audacieuse de rendre gratuits les soins aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans. Et cette décision participe à ce que nous disons aux Nations Unies, ne laisser personne derrière. Et surtout, faciliter en fait le fait que la femme reste en vie en donnant la vie. C'est une contribution à ces engagements, mais plus particulièrement une contribution à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. La valeur de ces dons est estimée à 500 millions de francs CFA. La suite de cette édition du journal sur Ouaga FM, alors qu'il est 7h12 à Ouagadougou, Orange, l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, a lancé sa marque le 16 mars au Burkina Faso. Ses responsables ont été reçus en audience respectivement par le ministre du développement de l'économie numérique et des postes, le Premier ministre et par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le point de ces audiences avec Salmatou Badini. Orange est le premier opérateur à lancer les services financiers sur mobile et l'Internet mobile 375G au Burkina Faso. Le gouvernement du pays des hommes intègres l'accueille à bras ouverts. À l'issue de la première audience, Adia Fatimata Ouattara, ministre du développement de l'économie numérique, s'exprime en ces termes. Le gouvernement du Burkina Faso est engagé, en tout cas à travailler avec Orange, dans l'atteinte des objectifs respectifs. Et nous pensons que cela va créer plus de concurrence, que cela pourrait se traduire par une fluidification des communications téléphoniques, un accès à l'Internet haut débit. À peine installé, Orange se met à la tâche. 2 gros investissements s'annoncent pour cette année 2017 pour le bonheur des abonnés. Bruno Metling, directeur adjoint du groupe Orange et président-directeur général d'Orange, Afrique et Moyen-Orient. Nous allons engager 2 investissements très importants d'ici la fin d'année. Le premier, c'est une liaison par fibre optique qui va contribuer à désenclaver le Burkina Faso, parce que nous allons le relier non seulement au Ghana, ce que nous avons fait, mais également à la Côte d'Ivoire et au Mali à travers un réseau de fibre optique qui va considérablement améliorer l'expérience Internet. Nous allons renouveler les équipements mobiles à travers un très gros contrat que nous allons développer ici pour que vous ayez les équipements les plus récents, aux meilleurs standards, pour pouvoir encore une fois constater rapidement la progression. Tout ça dans une offre qui restera extrêmement compétitive, puisque dès ce week-end, je ne veux pas en révéler tous les secrets, il y aura une offre absolument extraordinaire qui va être proposée à l'occasion de ce rebranding. Et que dans la foulée, très rapidement, dans quelques semaines, des nouveaux smartphones vont être proposés à la population. À la deuxième audience chez le Premier ministre, ce dernier a exprimé ses attentes, comme l'indique ici Bruno Mitling. Son Excellence de nous accueillir pour nous faire part des attentes importantes qui sont celles du pays. Il nous a rappelé que le pays s'était doté, sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'un plan national de développement économique et social. Et il a demandé à l'opérateur que nous sommes de s'inscrire dans la dynamique de ce plan. Il nous a rappelé combien
Le Faso avait besoin d'un développement, d'un désenclavement grâce au numérique pour développer les services et développer l'économie. Et donc il a insisté sur la responsabilité toute particulière qui est la nôtre, à nous opérateurs, de répondre à ce grand défi du désenclavement. Après le Premier ministère, les responsables d'Orange ont été reçus par l'ARCEP. À ce niveau aussi, les attentes ne manquent pas. Bruno Metling fait le point. On a d'abord souhaité faire un point sur la situation d'Orange depuis un an que nous sommes présents dans le pays. Et ils nous ont confirmé qu'ils considéraient qu'Orange s'acquittait normalement de ses obligations. C'est un point important parce que c'est à eux que revient le soin de s'assurer que les conditions des opérateurs respectent bien les cahiers des charges, les obligations qu'ils ont souscrits auprès des pouvoirs publics. Ils ont en particulier pu vérifier que les niveaux d'investissement que nous avions faits étaient bien conformes aux attentes. Ils nous ont rappelé les attentes importantes qu'il y avait en matière d'évolution des prix dans le secteur de l'Internet. Ils nous ont rappelé l'attente qu'il y avait pour continuer à améliorer la qualité du service. Orange est présent dans 21 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte plus de 120 millions de clients. Un mot de culture dans cette édition avant de passer au sport. La deuxième édition de Dafani Fashion Week qui fait la promotion du pagne tissé africain aura lieu cette année du 25 mars au 1er avril 2017. Marguerite Douagno-Sou, la promotrice de ce festival, était face à ses confrères vendredi pour livrer des informations sur cette activité culturelle. Serge Ekra de la Force y était et voici pour vous son compte rendu. Marguerite Douagno-Sou revient après 2015 avec son Dafani Fashion Week, la deuxième édition en l'occurrence. Elle a tout de suite accordé un intérêt particulier au programme de cette année. Le programme n'a pas beaucoup bougé. On aura cette grande foire là où on fait venir tous les pagnes tissés du Burkina. Toutes les régions du Burkina seront représentées avec leurs pagnes tissés. Et cette année, on met l'accent sur la décoration intérieure parce que vous savez que le pagne tissé est très utilisé aujourd'hui dans la décoration intérieure. Contrairement à ce qu'on pense, c'est dans ce secteur-là qu'on utilise beaucoup le pagne tissé. L'habillement, oui, mais pour ceux qui consomment vraiment le pagne tissé, c'est la décoration et l'ameublement. Mais en plus de ça, il y aura des formations en tissage, en teinture, en design et créativité. Qui dit pagne tissé ne peut s'empêcher de penser à un éventuel défilé. Marguerite Douagno a tout prévu. On aura également les défilés de mode thématiques tous les soirs avec les jeunes créateurs. On aura deux grandes soirées importantes. La première soirée, c'est cette soirée glamour dont je parlais, cette soirée dédiée au coton avec un grand défilé de mode avec tout ce qu'on a comme crème dans le domaine de la créativité, des stylistes. On aura ce défilé, cette soirée-là, et on aura enfin le grand défilé de clôture avec la compétition du pagne d'or qui va livrer le pagne d'or de l'année, et on aura l'élection de l'ambassadeur de Dafani. Et comme à la première édition, Marguerite Douagno, bien que n'ayant pas encore eu l'autorisation pour l'avenue Kwame Nkrumah, a expliqué le choix de cet endroit pour son festival. Quand on a choisi Kwame Nkrumah, c'est parce que c'est une avenue qui a une symbolique très forte pour le pays. Kwame Nkrumah, c'est pas n'importe qui, c'est un panafricaniste. Et nous, on est dans une dynamique de promouvoir ce panafricanisme-là. C'est pourquoi on a invité tous les pays africains qui font du coton. Et on a regardé où à Ouaga on pouvait tenir l'événement pour que ça marque les esprits. Et c'était sur l'avenue Kwame Nkrumah, qui est la plus belle avenue de Ouaga. La promotrice a par ailleurs précisé qu'au cas où Kwame Nkrumah ne lui serait pas accordé, l'activité se tiendra au musée national. Merci à vous, Serge Ekra de la Force, pour cette actualité culturelle. Mesdames, Messieurs, à présent, nous passons à l'actualité sportive. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Eh bien, toute l'actualité du sport national, c'est avec vous, Salif Kabouré. Bonjour. Bonjour Paul Mekiwamba, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Du sport, football pour commencer, confusion générale le samedi dernier au stade du 4 août de Ouagadougou à la fin du match retour des 16e de finale de la Ligue africaine des champions entre le Rail Club du Kadiogo et l'Union sportive de la Médina d'Algérie au coup de sifflet final. C'est une confusion générale car l'arbitre qui a sifflé la fin du match, une fin de match qui n'a pas plu aux supporters qui se sont déportés sur la pelouse du stade du 4 août de Ouagadougou pour en découdre avec l'arbitre ou les joueurs. La victoire du Rail Club du Kadiogo face à l'USM d'Algérie samedi dernier au 4 août donc n'a pas suffi pour renverser la vapeur. Naziro, vous le savez déjà, car les Faucons avaient besoin d'une victoire pour se qualifier pour la phase de groupe. Une insuffisance qui suscite
suscite bien de curiosité et d'interrogation au regard de la prestation des Faucons, mais l'entraîneur, lui, accuse le manque de solidarité des acteurs du football burkinabé, mais aussi la prestation des officiels, d'où sa colère. Écoutons Kamou Malo au micro de Franck Aressi de GFA. Demandez pourquoi le deuxième et le troisième but n'est pas venu. Vous avez vu le match aussi bien que moi, même si on a vécu ça différemment. Je pense que vous pourrez faire votre propre idée et là-dessus serait beaucoup plus éloquent. Parce que si je dois répondre à cette question, on va encore dire que je cherche des motifs pour me sortir de là. Et je me sens vraiment peut-être coupable d'avoir pas pu donner cette qualification. Mais je dis que simplement, et je le dis, je pèse mes mots et c'est pas assez fort. Le Burkina n'est pas encore une nation de foot, ça je le dis. Parce que ce que j'ai vu en Algérie était édifiant. Ce que j'ai vu ce soir, je vous laisse trouver les réponses vous-même. Je suis simplement dépité. Cet arbitrage était encore pire que celui qu'on a subi en Algérie. Pourquoi chez nous un tel affront? On nous dit simplement qu'on n'est pas encore grand. Et si on veut jouer dans la cour des grands, il va falloir qu'on grandisse également dans les coulisses. C'est ça le football. Et ne mettez pas tout toujours sur les techniciens. Je fais quoi moi? Je suis quoi au sein du RCK? Et le RCK est quoi au sein de l'organisation du football burkinabé? Alors, si on dit qu'il y a un élan de solidarité, on doit le sentir, pas seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain. Mais on n'a pas senti ça. Ça, je vous le dis. Et ça fait mal, simplement. Et je salue l'ISMA qui a cru en ses chances, qui nous a montré simplement qu'elle est une grande équipe de football. On ne peut que s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est vrai, le football c'est le métier. Alors, nous avons eu des occasions certes, nous avons possédé le ballon certes, mais il y a par moments qu'on n'a pas été tranchant effectivement dans le dernier carré. Ça c'est le truc, ça se construit. Mais je pense que malgré tout, il y avait de la place ce soir, en tout cas pour arracher ne serait-ce un nul et peut-être me faire éliminer au tir au but. Je pense que c'était vraiment mérité. Alors, il faut aussi souligner ça avec force. Il ne faut pas que chaque jour on rejette la pierre sur tel ou tel joueur ou tel entraîneur. Non, on en a assez maintenant. Il faut que les dirigeants aussi se regardent dans une glace. Et c'est sérieux ce que je dis. Et j'ai honte pour qu'on vienne nous faire la force dans ce pays. Et là, il va falloir qu'on grandisse. Le Rail Club du Kadiogo aurait dû plier le match en première mi-temps au regard de la multitude d'occasions de buts ratées par les Faucons. Éliminé de la Ligue africaine des champions, le Rail Club du Kadiogo est automatiquement reversé au tour du cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. À ce sujet, écoutez plutôt l'entraîneur du RCK, Kamou Malo, toujours au micro de Franck Aressi de GFA. Et de l'or, on va se contenter du bronze. Même en Cannes, on se contente du plus peu. Même quand on veut aller plus loin que ça. Il ne faut pas que nous soyons un peuple qui accepte facilement les choses, qui est d'accord, qui se contente de ce qu'on lui donne. Pourquoi ne pas aller chercher ce qu'on a le droit d'aller chercher? Je pense que s'il y avait vraiment eu un véritable élan de solidarité ce soir, on se qualifiait. Et je sais pourquoi je le dis. Kamou Malo. Et puis, cyclisme, bref, le 21 février dernier, le quotidien burkinabé aujourd'hui au Faso a soufflé ses 3 bougies pour marquer l'événement. Une course cycliste a été organisée le dimanche hier sur l'avenue Charles de Gaulle, ici à Ouagadougou. On en reparle demain avec notre reporter, Gérard Sano. Voilà. Merci à vous, Salif Kaboré, pour ces informations sportives du jour. Mesdames, Messieurs, à présent, nous passons à l'invité du jour. Ouaga FM, l'invité du journal. Eh bien, notre invité du jour est le président de la Commission électorale nationale indépendante, Newton Ahmed Bari. L'institution va reprendre le 28 mai prochain les élections municipales dans 19 localités, dont Bekedo, dans le centre-est, et les protagonistes de la scène politique se déchirent. Pour en savoir davantage, nous avons reçu le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, qui répond aux questions de Salif Kabouri. Newton Ahmed Bari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission électorale nationale indépendante. Le 28 mai prochain, votre institution va organiser la reprise des élections dans 19 communes du Burkina. 3 d'entre elles retiennent notre attention, notamment celle de Begdo, où nous avons reçu la semaine dernière un militant du Nouveau Temps pour la démocratie, en l'occurrence M. Moussa Bara, qui affirme que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'une élection apaisée dans la dite commune et qu'il tient pour responsable la Commission électorale nationale indépendante en cas de trouble. Que se passe-t-il exactement, Monsieur le Président ? Il fait partie des protagonistes. Au niveau de Begedo, sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, il y a 2 protagonistes importants de la scène politique à Begedo. Évidemment, lui, il en fait partie. Ce qu'il faut dire au niveau de Begedo, le problème c'est au niveau du fichier électoral. En 2014 plus précisément, le gouvernement a décidé de la création de 4 nouveaux villages à Begedo. En 2015, la CENI est allée pour l'enrôlement des électeurs dans la perspective des élections de fin de transition qui devaient intervenir donc le 29 novembre 2015. Nous avons trouvé les 4 nouveaux villages. La CENI ne crée pas les villages. Et quand les élections de 2016, les municipales du 22 mai se sont annoncées,
Les mêmes protagonistes, le même groupe, M. Moussa Bara, sont revenus voir la CENI pour dire qu'effectivement, il faut qu'on revoie le fichier électoral en ce qui concerne les 4 villages qui avaient été créés. Et donc, il fallait, eux qui s'étaient organisés pour empêcher l'enrôlement, étaient maintenant pour que l'on continue l'enrôlement. Donc, la question avait évolué du point de vue, évidemment, des positions, puisque maintenant, si on regarde très bien, ce n'est plus les villages qu'ils contestent, mais c'est l'enrôlement qu'il faut compléter. En son temps, la CENI, au regard d'un certain nombre de problèmes que l'enrôlement d'ailleurs avait rencontrés en 2015, parce que notre matériel avait bugué dans un certain nombre de communes et de régions. Dans 4 régions, dans 6 provinces et dans 17 communes, nous avions eu des problèmes avec nos kits d'enrôlement qui avaient bugué. Donc, on a décidé de faire ce qu'on appelle un ajustement du fichier électoral. Parce que l'enrôlement se décide par décret. Or, quand on est arrivé à Beggedo, finalement, au lieu de faire un ajustement qui consistait en quoi? L'ajustement consistait à prendre un certain nombre d'électeurs qui avaient effectivement reçu une carte d'électeur, mais dont les noms ne figuraient pas sur le fichier électoral. Parce que tout simplement, le kit ayant bugué, on n'a pas enregistré leurs traces sur le fichier électoral. Donc nous sommes repartis pour prendre ces gens-là. Et je peux vous dire que sur l'ensemble des 4 régions, 6 provinces, 17 communes, il n'y avait pas 500 personnes en situation, dans cette situation-là. Donc à Beggedo, on s'est retrouvé malheureusement à enrôler de nouvelles personnes, même celles qui n'avaient pas de carte d'électeur. Alors, comme je vous dis, il y a 2 protagonistes. L'autre protagoniste qui s'est rendu compte de la situation, elle aussi s'est organisée et a empêché que nous puissions aller jusqu'au bout du processus. Donc on s'est retrouvé avec finalement un fichier de 2016, non seulement qui a été opéré dans des conditions qui ne respectent pas le code électoral, mais qui finalement n'a pas été totalement apuré parce que le contentieux n'a pas pu avoir lieu, puisque l'autre protagoniste, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à Moussa Bara, se sont organisés pour l'empêcher séance tenante. Donc voilà où se trouvait la CENI. Et au regard de ces éléments-là, pour permettre quand même que les élections puissent avoir lieu, la CENI avait obligation de regarder et de coller l'ensemble de la décision sur une loi. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le fichier de 2016 n'a pas été décidé dans des conditions légales. Il ne peut pas être légal. En plus, on n'a pas pu l'apurer. Le seul fichier qui est légal, parce qu'ayant déjà servi, c'est celui de 2015. Donc la CENI a dit, on ira à ces élections-là avec le fichier de 2015. Mais on dit qu'on ouvre la porte pour les électeurs de Beggedo, qui ont déjà une carte d'électeur, mais qui se sont inscrits avant l'enrôlement de 2016. C'est-à-dire en 2015. Voilà, qui se sont enrôlés en 2015 ou avant. Parce que, vous savez, les listes biométriques existent depuis 2012. Donc, il y a eu des gens qui ont dû s'inscrire, qui se sont enrôlés sur le fichier électoral depuis 2012 et qui ont une carte d'électeur. Avec la création des nouveaux villages, il se trouve qu'ils changent de domicile. Mais ça, ce n'est pas de leur fait. Donc, la CENI ouvre et autorise ces personnes-là à condition qu'elles fassent la preuve qu'elles habitent dans l'un des 4 nouveaux villages, de venir et de se faire enrôler. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème. La porte est ouverte, mais elle se fait dans le cadre du droit. Voilà ce que l'on peut dire en ce qui concerne Beggedo. Oui, Monsieur le Président, la question fondamentale, c'est qu'il y a des gens qui ont la carte d'électeur, mais qui ne pourront pas voter. Quel est ce message-là que vous allez tenir vis-à-vis de ces gens? Ces personnes-là, on les avait appelés à venir se faire enrôler, puisqu'on avait ce qu'on appelle l'ajustement du fichier électoral. Oui. Elles n'ont pas pu le faire, ou elles n'ont pas, en tout cas pour X ou Y raison, ces personnes-là probablement n'ont pas pu le faire. Mais quand cela ne tienne, elles sont combien? J'ai entendu des chiffres de 500, de 1000. Je pense que c'est loin de la réalité. Parce que tout simplement, je vous donne un certain nombre de chiffres. Vous savez, quand vous regardez la différence, sur l'ensemble de Beggedo, il y a 9465 inscrits sur l'ensemble des villages de Beggedo. Il y a donc 9465. Quand on a fait l'enrôlement de 2016, que nous n'avons pas pu épurer, nous avons pu enrôler 432 en plus. Donc, ce qui ramène le fichier électoral, si on tient compte de 2016, à 9800 électeurs environ. Donc, il n'y a pas 1000. Il y a tout au plus 400. Mais ces 400 ne se sont pas inscrits dans les règles de l'art. Donc, on ne peut pas les considérer.
C'est ça aussi la vérité. Sinon, on n'exclut personne. D'ailleurs, nous, comme je vous dis, la CENI est dans l'inclusivité. On ne peut pas exclure les gens. C'est pas possible. S'il y a 1000, nous sommes prêts à regarder les chiffres qui sont avancés par Moussa Bara, s'il peut en faire la preuve. Et qu'avez-vous à dire aux protagonistes? Ce que je demande aux protagonistes et à l'ensemble de la classe politique, à mon avis, c'est quand même de jouer bas la terre. Nous sommes dans un processus de communalisation qui permet donc un développement au niveau local. Je pense qu'il faut que nous partions sur un certain nombre de bases qui permettent aux citoyens de s'exprimer et aux communes d'être viables. Et donc, il me semble qu'il faut que l'ensemble des protagonistes en aient cela à l'esprit et qu'ils travaillent à l'apaisement pour que effectivement le pays puisse retrouver ses marques et puis également s'adonner au développement. Mais en tout état de cause, quand la CENI dit cela, il y a des voies de recours. Si quelqu'un pense que, en l'occurrence, si c'est au niveau de Béguédo, que c'est le fichier électoral de 2016 qui est légal, plutôt que le fichier électoral de 2015, il a des voies de recours. Il peut rester en justice. Si la justice dit à la CENI, allez-y avec le fichier de 2016, nous allons nous y plier. On n'a pas de parti pris particulier, ni pour l'un, ni pour personne d'autre. Monsieur Newton Ahmed Bari, je vous remercie. Je vous en remercie. L'invité de cette édition était Newton Ahmed Bari, président de la Commission électorale nationale indépendante. Au micro de Salif Kabouri, il parlait de la crise politique dans la commune rurale de Béguédo. Et on parlera encore de cette situation à Béguédo avec un autre ressortissant de la commune. Ça sera dans notre édition de demain mardi. Il sera notre invité. Mesdames, Messieurs, nous sommes lundi et nous passons à présent à la chronique de la rédaction. Et c'est Serge Ekra de la Force qui s'installe. Je vous jure que 2 jours là, l'ange qui gère le soleil au ciel là-bas là, voilà, et c'est un stagiaire. De toute façon, il dose notre soleil là. Si le bon Dieu même ne s'implique pas dedans là, ça va pas être facile pour nous, hein. Non, sans blague, type là ne maîtrise pas les manettes du thermomètre céleste. Je n'ai jamais vu soleil comme ça. Tiens. Bon, moi-même j'ai un projet d'émission et franchement, je cherche un producteur pour le réaliser. Le titre, c'est le Yenega a un incroyable talent. Oui, simplement. Ici, là, on va finir par dire un jour ce que personne n'a jamais eu le courage de dire à autrui. Vous ne comprenez rien, non? Voilà, ça a commencé comme ça. Moi, je connais consultation médicale, consultation familiale, consultation mécanique, consultation juridique et bien d'autres consultations que vous et moi connaissons très bien. Mais consultation pénitentiaire, là, moi, je n'ai jamais vu ça, franchement. C'est à cause de ça que j'ai dit, on a un vrai talent là. Donc, les producteurs, je vous attends. Non, mais je suis très content pour ceux qui adorent les fruits. Hein. En tout cas, 2 jours là, il y a un fruit qui ne manque pas sur le marché. Un fruit qui est versé partout dans le Yenega. Orange. Façon fruit, ça là, c'est doux. Mais quand il veut devenir aigre aussi là, non. Tu peux pas actuellement là. Même si tu n'aimes pas le fruit là, tu vas goûter ça bien. Mais moi, j'ai une petite question pour ceux qui maîtrisent bien l'affaire de couleur là. J'ai dit, quand quelque chose passe du rouge à l'orange là, c'est quoi le projet? Merci à vous, Serge Ekra de la Force. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition de la matinale info de ce lundi 20 mars 2017 sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Restez à l'écoute car dans quelques secondes seulement, vous retrouverez Yolanda Zumbara pour la une des quotidiens. Et à 7h45, commentons l'actualité. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité.